In the matter of socializing capitalist economy, the Mais peut-être est-il temps de nommer enfin cette image qui apparaît au fond du miroir et que le peintre contemple en avant du tableau. Peut-être vaut-il mieux fixer une bonne fois l'identité des personnages présents ou indiqués pour ne pas nous embrouiller à l'infini dans ces désignations flottantes. Un peu abstrait, toujours susceptible d'équivoques et de dédoublements, le peintre, les personnages, les modèles, les spectateurs, les images. Au lieu de poursuivre sans terme un langage fatalement inadéquat au visible, il suffirait de dire que Velázquez a composé un tableau. Quand ce tableau, il s'est représenté lui-même, dans son atelier ou dans un salon de l'Escurial, en train de peindre de personnages que l'enfant Marguerite vient contempler, entouré de douze, de suivants, de courtisans et de naines. Quoi ce groupe on peut très précisément attribuer des noms. La tradition reconnaît ici Donna Maria Agostina Sarmiento, là-bas Nieto, au premier plan Nicolaso Pertusato, buffon italien. Il suffirait d'ajouter que les deux personnages qui servent de modèle au peintre ne sont pas visibles, au moins directement, mais qu'on peut le apercevoir dans une glace, qu'il s'agit à n'en pas douter de roi Philippe IV et de son épouse Mariana. Ces noms propres formeraient d'utiles repères, éviteraient des désignations ambiguës. Ils nous dirions en tout ça ce que regarde le peintre, et avec lui la plupart des personnages du tableau. Mais le rapport de langage à la peintre est un rapport infini. Non pas que la parole soit imparfaite et en face de visible dans un déficit qu'elle s'efforçait en vain de rattraper. Ils sont irréductibles l'un à l'autre. On a beau dire ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Et on a beau faire voir par des images, des métaphores, des comparaisons, ce qu'on est en train de dire. Le lieu où elles
resplendissant n'est pas celui que déployant les yeux, mais celui que définissant les successions de la syntaxe, ou le nom propre dans ce jeu n'est qu'un artifice. Ils permettent de montrer de droite, c'est-à-dire de faire passer subrepticement de l'espace où l'on parle à l'espace où l'on regarde, c'est-à-dire de les refermer commodément l'un sur l'autre comme s'ils étaient à des quatre. Mais si on veut maintenir ouvert le rapport de langage et de visible, si on veut parler non pas à l'encontre, mais à partir de leur incompatibilité, de manière à rester au plus proche de l'une et de l'autre, alors il faut effacer les noms propres et se maintenir dans l'infini de la tâche. C'est peut-être par l'intermédiaire de ce langage gris, anonyme, toujours méticuleux et répétitif, parce que trop large, que le peintre, petit à petit, allumera ses clartés. Il faut donc feindre de ne pas savoir qui se reflètera au fond de la glace, et interroger ce reflet au ras de son existence. D'abord, il est l'envers de la grande toile représentée à gauche, l'envers ou plutôt l'endroite, puisqu'il montre de face ce qu'elle cache par sa position. De plus, il s'oppose à la fenêtre et la renforce. Comme elle, il est un lieu commun au tableau et à ce qui, lui, est l'extérieur. Mais la fenêtre opère par le mouvement continu d'une effusion qui, de droite à gauche, réunit au personnage attentif, au peintre, au tableau, le spectacle qu'il contemplant, le miroir, lui, par mouvement violent, instantané et de pure surprise, va chercher en avant du tableau ce qui est regardé, mais non visible, pour le rendre au bout de la profondeur fictive, visible mais indifférent à tous les regards. Le pointillé impérieux qui est tracé entre le reflet et ce qu'il reflète coup à le perpendiculaire, le flux latéral de la lumière. Enfin, et c'est la troisième fonction de ce miroir, il jouxte une porte qui s'ouvre comme lui dans le mur du fond. Il découpe elle aussi un rectangle clair dont la lumière mate ne rayonne pas dans la pièce. Ce ne serait qu'une plate dorée. S'il n'était creusé vers l'extérieur
par battants sculptés, la courbe d'un rideau et l'ombre de plusieurs marches. Là commence un corridor, mais au lieu de se perdre parmi l'obscurité, il se dissipe dans un éclatement jaune où la lumière, sans entrée, tourbillonne sur elle-même et repose. Sur ce fond, à la fois proche et sans limite, un homme détache sa haute silhouette. Il est vu du profil, d'une main. Il retient le poids d'une tenture. Ses pieds sont posés sur deux marches différentes. Il a le genou fléchi. Peut-être va-t-il entrer dans la pièce. Peut-être se borne-t-il à épier ce qui se passe à l'intérieur, content de surprendre sans être observé. Comme le miroir, il fixe l'envers de la scène. Pas plus qu'au miroir, on ne prête attention à lui. On ne sait d'où il vient. On peut supposer qu'en suivant d'un certain corridor, il a contourné la pièce où les personnages sont réunis et où travaille le peintre. Peut-être était-il lui aussi. Tout à l'heure, sur le devant de la scène dans la région invisible, que contemplant tous les yeux du tableau, comme les images qu'on aperçoit au fond du miroir. Il se peut qu'il soit un émissaire de cet espace évident et caché. Il y a cependant une différence. Il est là en chair et en eau. Il s'agit de dehors, au-dessus de l'air représenté. Il est indubitable, non pas reflet probable, mais irruption. Les miroirs ont fait son voir, au-delà même des murs de l'atelier, ce qui se passe en savant au tableau, fait osciller dans sa dimension sagittale, l'intérieur et l'extérieur, un pied sur les marches et le corps entièrement de profil. Le visiteur ambigu entre et sort à la fois, dans balancement immobile. Il répète sur place, mais dans la réalité sombre de son corps, le mouvement instantané des images qui traversent la pièce, pénétrant le miroir, s'y réfléchissant et en réagissant comme des espèces visibles, nouvelles et identiques. Pelles, minuscules, ces silhouettes dans la glace sont recusées par la haute et solide stature de l'homme qui s'agite
dans l'embrasure de la porte. Mais il faut redescendre du fond du tableau vers le devant de la scène. Il faut quitter ce pourtour dont on vient de parcourir la volute. En partant du regard du peintre, qui, à gauche, constitue comme un centre décalé, on aperçoit d'abord l'envers de la toile, puis les tableaux exposés, avec au centre le miroir, puis la porte ouverte. De nouveaux tableaux, mais dans une perspective très aiguë, ne laisse à voir que les cadres dans leur épaisseur. Enfin, à l'extrême droite, la fenêtre, ou plutôt les champs creux par où se déverse la lumière. Cette coquille en hélice offre tout le cycle de la représentation. Le regard, la palette et le pinceau. La toile innocente dessine. Ce sont les instruments matériels de la représentation. Les tableaux, les reflets, l'homme réel. La représentation achevée, mais comme affranchie de ses contenus illusoires ou véritables qui lui sont juxtaposés. Puis la représentation se dénoue. On n'en voit plus que les cadres. Et cette lumière qui bagne de l'extérieur les tableaux, mais que ceux-ci, en retour, doivent reconstituer en leur espèce propre, tout comme si elles venaient d'ailleurs, traversant leur cadre de bois sombre. Et cette lumière, on la voit en effet sur le tableau qui semble sortir dans l'interstice du cadre. Et de là, elle rejoint le front, les pommettes, les yeux, le regard de peintre qui tient d'une main la palette. De l'autre, le fin pinceau. Ainsi se ferme la volute, ou plutôt, par cette lumière, elle s'ouvre. Cette ouverture, ce n'est plus comme dans le fond. Une porte qu'on a tirée. C'est la largeur même du tableau. Et les regards qui est passant ne sont pas d'un visiteur lointain. La frise qui occupe le premier et le second plan du tableau représente. Si on y comprend le peintre, 8 personnages, 5 d'entre eux,
la tête plus ou moins inclinée, tournée ou penchée, regardant à la perpendiculaire du tableau. Le centre du groupe est occupé par le petit enfant avec son ample robe grise et rose. La princesse tourne la tête vers la droite du tableau, alors que ce buste et le grand volant de la robe fuyant légèrement vers la gauche. Mais le regard se dirige bien d'aplomb dans la direction du spectateur qui se trouve en face du tableau. Une ligne médiane partageant la toile en deux volets égaux passerait entre les deux yeux de l'enfant. Son visage est au tiers de la hauteur totale du tableau, si bien que là, à n'en pas douter, réside le thème principal de la composition. Là, l'objet même de cette peinture, comme pour le prouver et le souligner mieux encore. L'auteur a au recours à une figure traditionnelle, à côté du personnage central. Il en a placé une autre, agenouillée et qui le regarde. Comme le donateur en prière, comme l'ange saluant la Vierge, un gouvernant à genoux tend les mains vers la princesse. Son visage se découpe selon un profil parfait. Il est à la hauteur de celui de l'enfant. La douine regarde la princesse et ne regarde qu'elle. Un peu plus sur le droite, une autre suivante, tournée elle aussi vers l'enfant, légèrement inclinée au-dessus d'elle, mais les yeux clairement dirigés vers l'avant. Là où regardant déjà le peintre et la princesse. Enfant du groupe de deux personnages, l'une est en retraite, l'autre composée de naines et au tout premier plan. Dans chaque couple, un personnage regarde en face, l'autre à droite ou à gauche. Par leur position et par leur taille, ces deux groupes se répondant et formant doublé. Derrière, les courtisans, la femme à gauche regarde vers la droite. Devant les nains, le garçon qui est à l'extrême droite regarde à l'intérieur du tableau. Cet ensemble de personnages, ainsi disposés,
peut constituer selon l'attention qu'on porte au tableau ou le centre de référence que l'on choisit deux figures. L'une serait une grande, le tenth. Au point supérieur gauche, il y aurait le regard de peintre, et à droite celui de courtisan. À la pointe inférieure, du côté gauche, il y a le coin de la toile représenté à l'envers, plus exactement le pied de chevalet. Du côté droit, le nan, sa chaussure posée sur le dos du chien. Au croisement de ces deux lignes, au centre de le 10, le regard de l'enfant. L'autre figure serait plutôt celle d'une vaste courbe. Ces deux bornes seriant déterminées par le peintre à gauche et le courtisan sur droite, extrémité haute et reculée, le creux beaucoup plus rapproché. Considéré avec le visage de la princesse et avec le regard que le douane dirige vers lui. Cette ligne souple dessine une vasque qui tout à la fois en sert de dégage au milieu du tableau l'emplacement de miroir. Il y a donc deux centres qui peuvent organiser le tableau. Selon que l'attention du spectateur papillote et s'attache ici ou là. La princesse se tient debout au milieu d'une croix de Saint-André qui tourne autour d'elle, avec le tourbillon des courtisans, des suivantes, des animaux et des bouffons. Mais ce pivotement est figé par un spectacle qui serait absolument invisible si ces mêmes personnages, soudain immobiles, s'offrant comme au creux d'un coup la possibilité de regarder au fond d'un miroir le double imprévu de leur contemplation. Dans le sens de la profondeur, la princesse se superpose au miroir. Dans celui de la hauteur, c'est le reflet qui se superpose au visage. Mais la perspective les rend très voisines l'une de l'autre. Or, de chacune, deux gélites une ligne inévitable. L'une issue du miroir franchit toutes les passures représentées. Et même davantage puisque le miroir trouve le mur de fond et fait naître derrière lui un autre espace. L'autre est plus court
Elle vient du regard de l'enfant et ne traverse que le premier plan. Ces deux lignes sagittales sont convergentes selon un angle très aigu et le point de leur rencontre. Je le sens de la toile se fixe à l'avant du tableau, là à peu près d'où nous le regardons. Point de tout, puisque nous ne le voyons pas. Point inévitable et parfaitement défini cependant, puisqu'il est prescrit par ces deux figures maîtresses et confirmé de plus par d'autres pointillés adjacents qui naissant du tableau et aussi s'en échappant. Qu'y a-t-il enfin en ce lieu parfaitement inaccessible, puisqu'il est extérieur au tableau, mais prescrit par toutes les lignes sa composition? Quel est ce spectacle? Qui sont ces visages qui se reflètent d'abord au fond des prunelles de l'enfant, puis des courtisans et du peintre, et finalement dans le clarté lointaine du miroir? Mais la question aussitôt se dédouble. Le visage que réfléchit le miroir, c'est également celui qui le contemple. Ce que regardent tous les personnages du tableau, ce sont aussi bien les personnages aux yeux de qu'ils sont offerts comme une scène à contempler. Le tableau en son entier regarde une scène pour qu'il ait à son tour une scène. Pour réciprocité que manifeste le miroir regardant et regardé, et dont les deux moments sont dénoués aux deux angles du tableau. À gauche, la toile retournée par laquelle le point l'extérieur devient pur spectacle. À droite, la chienne allongée, seul élément ce tableau qui ne regarde ni ne bouge, parce qu'il n'est fait. Avec ses gros reliefs et la lumière qui joue dans ses poils soyeux, que pour être un objet à regarder. Ce spectacle on regarde. Le premier coup d'œil sur le tableau nous apprit de quoi il est fait. Ce sont les souveraines. On les devine déjà dans le regard respectueux de l'assistance, dans l'étonnement de l'enfant et des nains. On les reconnaît au bout du tableau, dans les deux petites silhouettes que fait miroiter la glace. Au milieu de tous ces visages attentifs,
de tous ces cours pareils. Ils sont la plus pâle, la plus irréelle, la plus compromise de tous les images. Mouvement, un peu de lumière suffirait à les faire s'évanouir. De tous ces personnages en représentation, ils sont aussi les plus négligés, car nul ne prête attention à ce reflet qui se glisse derrière tout le monde et s'introduit silencieusement par un espace insoupçonné. Dans la mesure où ils sont visibles, ils sont la forme la plus frêle et la plus éloignée de toute réalité. Inversement, dans la mesure où, résidant à l'extérieur du tableau, ils sont retirés et une invisibilité essentielle. Ils s'ordonnent autour de toute la représentation. C'est à eux qu'on fait face, vers eux qu'on se tourne, à leurs yeux qu'on présente la princesse dans une robe de fête, de la toile retournée à l'enfant et de celle-ci au nain jouant à l'extrême droite. Une courbe se dessine, ou encore la branche intérieure de The Tints s'ouvre. Pour ordonner à leur regard toute la disposition du tableau et faire apparaître ainsi le véritable centre de la composition auquel le regard de l'enfant et l'image dans le miroir sont finalement soumises.